On va profiter de cette première table ronde. Alors, je vais présenter un peu les différents intervenants. Deux, pas besoin de les présenter, ils se sont déjà présentés. Ils ont déjà fait deux très belles présentations et avec le challenge de faire un état des lieux des connaissances sur les deux domaines principaux qui sont le stress lié à la chaleur et l'autre à l'hypoxie. Je vous en remercie d'ailleurs, c'était vraiment intéressant. Et on va laisser quelques questions, si certains en ont, sur la partie vraiment hypoxie, pour après enchaîner sur quelque chose qui, à mon avis, nous concerne tous, vous ici présents. Beaucoup d'entre vous, vous êtes impliqués sur des équipes, sur la prise en charge de staff, de groupes d'athlètes de haut niveau. Et la question qu'on se pose toujours par rapport à ce type de technique d'entraînement, c'est les risques que je vais prendre. On a pu voir les opportunités, mais c'est aussi les risques que je vais prendre. Quand je vais faire partir, très rarement en plus, je pars avec un seul athlète. Je vais souvent partir avec un groupe d'athlètes. C'est encore plus le cas quand je pars avec une équipe de sport collectif. Et donc on a toujours ces questionnements-là. Et l'idée, ça serait de discuter de ça. Je vais avant tout présenter les deux autres intervenants qui sont Franck Brochery, qui est chercheur en physiologie de l'exercice à l'INSEP, et Laurent Schmitt, qui est directeur du département du haut niveau du Centre national de ski après Manon. Et l'intérêt aussi de ces intervenants, c'est que vous avez tous un passif de prise en charge d'athlètes. Greg, tu l'as dit, tu as travaillé avec l'équipe, notamment l'équipe nationale de rugby A15 galloise. Franck, ton passif de préparateur physique d'équipe nationale de foot. Laurent, ton accompagnement d'athlète olympique. Et du coup, l'idée, ce serait vraiment d'échanger autour de ces risques qu'il peut y avoir, au sens large. Hein, je ne parle pas vraiment des accidents, mais aux risques, aux effets délétères ou aux effets collatéraux, et du coup aux préconisations qu'on peut donner, que ça soit avant, pendant, après des séances d'entraînement de ce type ou un stage complet. Voilà. Donc on va traiter de ça. Bien sûr, Seb, tu es bien sûr dans la boucle. Déjà, pour commencer, moi j'ai plein de questions, donc je ne sais pas si vous en avez aussi, mais je vous laisserai en poser, ne vous inquiétez pas. Pour commencer, les questions concernant l'exposé qui a été fait sur l'hypoxie, des interrogations que vous pouvez avoir? Non? Oui. Bonjour, merci pour la présentation, notamment sur l'hypoxie. J'avais une question notamment sur l'hypoxie, sur l'effet que ça peut avoir sur le sommeil. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez investigué vraiment sur la qualité de sommeil, sur l'architecture du sommeil? Alors c'est bon. Oui, le sommeil a tendance à être dégradé en altitude. Donc on a aussi montré qu'il était, c'est-à-dire on a une respiration plus périodique, avec si on est sujet à des micro-apnées, on va avoir des temps d'apnée qui vont être plus longs, plus fréquents. Donc c'est évidemment de nature à altérer la qualité de la récupération. Par contre, on a aussi publié qu'en altitude réelle, cet effet délétère de l'hypoxie sur le sommeil était plus prononcé. Donc c'est des choses qu'on observe moins en chambre hypoxique. Il ne s'agit pas d'opposer altitude réelle et altitude simulée, parce qu'il y a des aspects positifs et moins positifs des deux côtés. Il s'agit simplement d'essayer de comprendre quelles peuvent être les différences. Donc le fait de dormir en altitude, c'est clair qu'il faut essayer de limiter ces altérations du sommeil, et ça passe par des temps d'acclimatation. Par exemple, au lieu d'avoir tout de suite des athlètes qu'on va mettre à 2500 mètres en chambre hypoxique, on peut commencer à 2000 mètres ou à 2002, d'être progressif. On peut monitorer la saturation. Donc lorsqu'on a des niveaux de désaturation qui sont trop prononcés, c'est probablement que la sévérité du stimulus hypoxique est un peu trop important. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est facile à faire, qu'on peut plus facilement faire en chambre hypoxique qu'en altitude réelle, évidemment. Mais indéniablement, quoi qu'on fasse, on va avoir une respiration plus périodique, plus d'hypopnée, plus d'apnée en altitude. Et plus on va haut, et moins on est acclimaté, et plus c'est vrai.
est-ce que du coup l'acclimatation permet de revenir à une bonne qualité de sommeil, en tout cas revenir au même sommeil Au même sommeil, très exactement, sans doute pas, mais avec une qualité de sommeil qui sera suffisante pour récupérer, oui, effectivement. Donc, lorsqu'on est sur des camps d'entraînement de type Font-Romeu ou de type Prémanon, les premiers jours sont absolument essentiels. C'est-à-dire, si vous faites des erreurs dans cette phase d'acclimatation, c'est 4, 5, 6, 7 premiers jours selon les individus. Si vous bloquez ces mécanismes d'adaptation ventilatoire dont j'ai parlé, il est probable que vous allez avoir ensuite les bénéfices à court et à moyen terme qui seront moins efficaces. Donc, je donne toujours ce conseil, si vous voulez aller dormir en altitude, que ça soit leave high, train low, leave high, train high, et que vous avez des moyens limités, mettez le paquet, faites venir un kiné la première semaine, mettez le paquet sur la récupération, sur le monitoring la première semaine. Enfin, s'il y a une période où vous devez focaliser votre attention, c'est vraiment au début. Et ça veut dire aussi qu'il y a un vrai apprentissage à mettre en œuvre. Pour démarrer rebondir en tout cas sur la thème de cette table ronde, c'est justement ce qu'on avait fait en collaboration avec Grégoire sur la préparation de la Coupe du Monde 2010 avec l'Algérie, où tous les joueurs qui présentaient des football bien évidemment, qui présentaient des saturations plus importantes, en fait étaient monitorés la nuit. Et justement en fonction du monitoring, on ajustait aussi l'entraînement du lendemain, sur les premiers jours en tout cas de l'acclimatation. Ouais, puis pour terminer sur ce petit point, en fait, ces problèmes de sommeil sont aussi liés au déséquilibre neurovégétatif avec l'effet hypoxie qui majore en fait la réponse orthosympathique qui fait qu'on est plus stressé. Et comme a dit Grégoire, les premiers jours en altitude, ils sont très importants parce qu'il faut essayer de rétablir en fait cet équilibre. Donc par les moyens de récupération, en stimulant plus l'activité parasympathique dont je parlerai cet après-midi. Et aussi en associant un entraînement adapté pour ne pas aller trop loin dans le déséquilibre neurovégétatif qui peut amener des sommeils de très mauvaise qualité. Et à ce moment-là, les 5 premiers jours, s'il se passe mal avec un sommeil qui est beaucoup trop dégradé, un déséquilibre trop important, peuvent se payer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc il faut être très très vigilant sur cette approche sur les premiers jours. D'autres questions sur la partie... Oui. Merci beaucoup pour la présentation. Une question qui me venait aussi, c'est par rapport à tout ce qui est technique de respiration. Parce que j'ai l'impression quand même que la respiration est un élément important. Et du coup, peut-être, moi, c'est ce que je me dis, avec des athlètes pas forcément de haut niveau, que nous avons des fois, avant de partir en altitude, peut-être que déjà apprendre à respirer correctement, déjà ici, bas, on va dire, c'est peut-être important. Et du coup, quelle est la place pour vous de toutes ces techniques de respiration? Je pense aussi à la cohérence cardiaque, voilà, ces différents éléments qui peuvent diminuer le stress et tout ça. Vous avez raison, en fait, savoir respirer. Quand on est sous stress, en fait, on passe sur des respirations thoraciques assez hautes, et puis on peut aggraver comme ça, c'est des phénomènes additionnels, hein, les effets négatifs, entre guillemets, de l'hypoxie par rapport à ça. Donc j'en parlerai un petit peu aussi cet après-midi sur justement les différents types de remédiation qu'on peut associer dans ces situations de stress. La cohérence cardiaque est un exercice actif, effectivement, de calmer sa respiration, d'avoir une respiration plus lente et plus abdominale, en fait, peut aider à réguler l'équilibre ortho-parasympathique et puis à être moins impacté par ce stress hypoxique dans le déséquilibre. Donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais effectivement, si en hypoxie, on a tendance à se stresser, à avoir une respiration qui va être plus active, une ventilation, un rythme respiratoire augmenté, mais il va falloir bien insister aussi sur l'amplitude respiratoire. Donc en fait, on sait que des expirations prolongées, ça va avoir tendance à augmenter l'activation parasympathique, dont Laurent a expliqué que c'est quelque chose sur lequel il faut
il faut s'appuyer dans les premiers jours, en tout cas dans les premiers jours d'acclimatation. Donc effectivement, des techniques respiratoires peuvent y aider parmi tous les moyens de récupération. Alors après, je voudrais aussi parler d'une technique là qui, à l'inverse, vise à créer une désaturation qu'on appelle l'hypoventilation à bas volume pulmonaire, donc en anglais VHL. Donc on a montré que si on fait des sprints en normoxie, mais en ayant cette technique de respiration, on est capable de désaturer jusqu'à des niveaux qui correspondent à 80%, donc peu ou prou, des 1800-2000 mètres en altitude. À la différence que dès qu'on inspire, la saturation remonte. Mais néanmoins, un certain nombre de travaux, et Charlie Fournassier, ici présent, a fait une partie de sa thèse sur ce travail-là avec des rugbyman de l'Académie de Toulon, en montrant que ça avait des effets qui étaient aussi positifs sur la capacité à répéter des sprints. Donc au lieu de faire du RSH tel que je vous l'ai présenté, en chambre hypoxique, on peut faire du RSH en incluant cette hypoventilation, et on a des effets qui sont aussi positifs. Il y a encore pas mal de choses à creuser sur les mécanismes, mais c'est prometteur, disons. C'est deux techniques ventilatoires complètement différentes, hein. Le premier cas, on cherche à booster le parasympathique. Le deuxième cas, à l'exercice à haute intensité, on cherche à créer une hypoxémie, une désaturation. Merci. Bonjour, du coup ma question c'était la suivante. En fait, je voulais revenir sur le RSH. Vous dites du coup que sur les fibres rapides, il y a une oxygénation moins importante. Je voulais vous demander du coup si, à part ce protocole par exemple, on sait que sur un développement des mitochondries sur les fibres rapides, notamment sur les travaux de Adrien Combe, est-ce qu'on pourrait avoir le même effet ou pas ? Est-ce qu'il va y avoir... Est-ce que si on essaye de développer du coup la mitochondrie par exemple par des effets de mobilisation sur les fibres rapides, est-ce qu'on va pouvoir de ce fait avoir les mêmes résultats que sur un RSH ? Parmi les résultats que je vous ai présentés, donc c'était les travaux sur les premières études de RSH. Ensuite, Franck a aussi publié des choses sur le RSH en combinant avec du Levi-Trainlow. Donc, a priori, on n'a pas systématiquement une amélioration mitochondriale, que ce soit la fonction mitochondriale ou la biogénèse mitochondriale. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas assimiler le RSH à une méthode hypoxique classique, où on attend une amélioration et de la fonction et une augmentation de la densité mitochondriale. Là, ce n'est pas le cas. D'accord, d'où ma question. Si je passe justement de ce fait par un développement de la densité mitochondriale, est-ce que ça va avoir les mêmes effets que le RSH ? Mais en utilisant quelle méthode ? Par exemple, il y a une méthode que Blin et Al ont appliquée sur l'application de drop jump sur le développement aérobie par différents sauts. En drop jump. A priori, je pense que ça peut être utile, mais ça ne sera pas les mêmes mécanismes. Mais bon, il faut qu'on en rediscute parce que je ne vois pas bien exactement de quoi vous parlez. Ce que je peux simplement dire, c'est que quand on parle de répétition de sprint en hypoxie, évidemment, on a pris un terme réducteur sprint. Ça peut être tout exercice à intensité maximale. Des sauts, du travail de combat. Enfin, dès lors qu'on est sur des exercices où la fatigue n'entraîne pas un recrutement trop important des fibres lentes, on est capable de maintenir une qualité dans l'entraînement, on pense que cette vasodilatation compensatrice, simplement pour insister, parce que j'ai été un peu rapide, comme on a une baisse du contenu artériel en O2, la diffusion de l'oxygène du capillaire vers le muscle, vers la mitochondrie, est moins bonne. Donc il y a des mécanismes de réponse aiguë qui font qu'on va ouvrir des capillaires, finalement on va rapprocher le capillaire de la mitochondrie pour que la diffusion soit améliorée. Et ça, cette vasodilatation compensatrice, elle est bien établie. Là, ce que nous avons fait en développant cette méthode de RSH, c'est d'avoir pu montrer les bénéfices chez le sportif intermittent. Les mécanismes sous-jacents liés à cette vasodilatation compensatrice, ça avait déjà été montré chez l'animal et ainsi de suite. Maintenant, ce qui nous reste à montrer, c'est qu'on sait qu'il y a plus de sang qui arrive dans le muscle, on sait qu'on est capable de mieux résister à la fatigue intermittente. Est-ce que c'est lié à une resynthèse de la phosphocréatine qui serait améliorée ? On pense que oui, mais les effets expérimentaux ne sont pas encore présents.
pour revenir sur le drop jump, moi non plus, je ne vois pas trop l'intérêt du drop jump pour développer les fonctions mitochondriales. Je pense que les effets sont surtout neuromusculaires. En fait, dans l'étude de M. Blin, il a démontré que par une certaine répétition, avec une intensité donnée et une hauteur idéale, on pouvait développer l'aérobie au sein, du coup, par une mobilisation de drop jump. Et la théorie, du coup, de Adrien Combe qui met en place, c'est mobilisation, du coup, de fibres rapides par un travail aérobie. Est-ce qu'il pourrait mettre en place du coup la mobilisation de PGC1 alpha qui permet de ce fait la mobilisation de mitochondries supplémentaires au sein de la fibre musculaire? D'où ma question en fait, est-ce que par ce fait-là, ça amène le même effet par une resynthèse plus efficace de la phosphocréatine sur le muscle? Donc du coup, en augmentant la mitochondrie, est-ce que ça peut avoir le même effet que le RSH par exemple? C'est intéressant, c'est un travail qu'il faut faire. Dans le football, Magnimore avait utilisé le 15 sauts justement pour vérifier certains effets de la performance chez les joueurs de foot. Donc c'est un type d'exercice qui peut être exploré effectivement. Ok, merci. Très bien, merci pour ces premières questions. D'autres questions? Oui. Vous m'entendez? Non. Non. Oui, ça y est? Non. Oui, merci. Ma question portait plus sur le côté gestion donc des séances, sans parler de planification, mais comment peut-on organiser donc l'association de ces différentes séances d'entraînement avec les séances donc d'hypoxie, de manière à optimiser un petit peu donc l'adaptation, puisque effectivement il va y avoir à un moment donné un temps d'adaptation, mais il y a aussi donc un souci d'augmenter la charge de travail au niveau donc des séances dites spécifiques ou d'entraînement parallèle, à savoir que si on joue sur une adaptation d'une semaine, 2 semaines ou 3 semaines, quelle serait de manière générale l'adaptation et surtout la combinaison de ces deux types de formes de travail. C'est ça qui m'intéresse. Sans sortir... Vous parlez de quelle forme d'altitude d'hypoxie? Donc hypoxie donc, en chambre d'hypoxie. Type prémanon? Oui, voilà, c'est plus ça, oui. Donc c'est vraiment important de bien comprendre ça, c'est-à-dire la combinaison des effets hypoxiques et d'entraînement fait des effets très très puissants qu'au départ, quand on avait commencé à travailler dessus, on avait largement sous-estimé. Et la première étude qu'on avait menée, puis donc Grégoire était présent, avait amené chez nos athlètes des équipes nationales de ski nordique, donc des effets fatigue très très importants, ils avaient mis vraiment des semaines à récupérer. Donc c'est ce que nous a amené beaucoup les études sur nos connaissances de savoir pratique, d'observer ça. Et donc ça a conduit à modifier totalement en fait nos processus d'entraînement, ce qui a amené, je me souviens avec des discussions aussi avec Philippe Hélard suite à ces études, et aussi des modifications sur les équipes de France de natation aussi pour préparer les Jeux. Et on est vraiment rentré dans une combinaison entre effet hypoxique et entraînement intensité basse. C'est-à-dire, je parle d'intensité basse, c'est-à-dire des intensités, si on prend des repères lactiques, qui chez nos athlètes à nous, par exemple, enfin les premiers seuils, mettons si on prend les 6 meilleurs Français en biathlon et ski de fond, donc sur nos 12 meilleurs athlètes, le premier seuil c'est 1,2 millimoles de lactate. Le deuxième seuil étant à 2,4, 2,3 millimoles de lactate. Donc faire attention que dans le haut niveau, c'est plus du tout 2 et 4 millimoles, mais chez les gens qui font vraiment de l'aérobie, c'est des intensités en lactique, c'est des niveaux lactiques beaucoup plus bas. Et on est vraiment sur un travail exclusivement situé en dessous de 1,2, 1,3 millimoles de lactate pendant les séances, et ce pendant la première phase d'acclimatation dont Grégoire a parlé. Ça, c'est un des aspects fondamentaux de l'entrée dans les stages hypoxiques pour les sportifs d'endurance. Donc, et après, quand on a vérifié ces phases d'acclimatation, j'en parlais un petit peu cet après-midi, effectivement, on va commencer par placer des séances à plus haute intensité entre les deux seuils, deuxième seuil, et après aller sur les combinaisons développées par Franck, où on peut placer des répétitions de sprint en époxy dans un stage classique de type Living High Training High ou Living High Training Low. Mais l'important, ça sera vraiment de voir comment l'athlète
il réagit à ce type d'entraînement et savoir être très très réactif sur ce qu'on va avoir au fur et à mesure du stage hypoxique, parce que en fait les petites erreurs associées dans un stage hypoxique vont être très très délétères ensuite. Et donc, simplement pour, vous m'entendez là? Simplement pour enfoncer le clou, effectivement, les connaissances ont beaucoup évolué. Pour être un peu caricatural, il y a encore 10 ans, on pensait que la principale question, c'est quel est le niveau de dose hypoxique, de sévérité de l'hypoxie. Et puis, finalement, avec une succession de travaux, alors, certains ont été financés par le ministère Jeunesse et Sport français, par le CIO, par les Australiens, et ainsi de suite, on se rend compte que c'est l'articulation, la combinaison du stress hypoxique et du stress lié à l'entraînement qui fait qu'on va être, que ça va être bénéfique ou pas. Et donc on met de plus en plus l'accent sur comment on adapte l'entraînement. Que ce soit sur les altitudes, sur les durées, maintenant on est à peu près tous d'accord sur quelles sont les altitudes optimales, combien de temps il faut rester par jour, si on fait du Levi Train Low, et ainsi de suite. Et c'est l'aménagement de l'entraînement qui devient clé. Alors, pour ce qui est maintenant du RSH, on s'est aussi posé la question, est-ce que faire un bloc de RSH, c'est-à-dire 4 ou 6 séances de RSH, ça peut avoir des effets délétères? À ce stade, on a mesuré si ça modifiait les défenses immunitaires. Non. Et on a mesuré si ça se traduisait par des troubles de cette fameuse balance neurovégétative dont parlait Laurent. Plutôt non. Voilà, on en est là. Après... en aucune manière, on va recommander de faire du RSH toute l'année ou d'aller faire 50 semaines par an de Levi Train Low à Prémanon. On pense que c'est une des modalités qui se prête particulièrement aux formes d'entraînement un peu par bloc. Faire des cycles. Et pour revenir aux travaux plus spécifiques rugby, donc on a publié récemment avec l'équipe 1 du Pays de Galles que 4 à 6 séances se traduisait déjà chez ces gars-là qui sont costauds par des effets supérieurs à ce qu'on observait dans l'autre moitié de l'équipe qui faisait les répétitions de sprint en normoxie. Voilà, donc on en est là pour l'instant. Exactement, sur le RSH, même observation sur la Fédé de tennis avec Cyril Brechbuhl, où 5 séances placées en 12 jours ont été suivies d'effets vraiment très significatifs. Ça va assez vite, le RSH, ça va assez vite. C'est vrai que la question, mais je vais rebondir un peu sur votre question qui est très pertinente, encore plus dans les sports collectifs où en effet la base de l'entraînement restera le terrain. C'est d'ailleurs pour ça que vous aurez l'occasion de voir, on a volontairement installé la salle environnementale sous les terrains pour qu'en fait on puisse utiliser ce type de méthodologie en termes de top-up et pour pouvoir compléter et optimiser les adaptations physiologiques en plus de l'entraînement qu'on va faire sur le terrain, rugby, et avec maintenant aussi toutes les technologies qui nous permettent de mieux contrôler ce qui est fait sur le terrain. Par contre, en effet, la question qui peut se poser, c'est, et je ne sais pas si ça a été, alors je vais vous poser la question, que ça soit sur la partie hypoxique ou même chaleur, est-ce que le fait de mettre ces variables de stress environnemental dans un environnement d'entraînement sport collectif peut induire une diminution des intensités d'entraînement sur le rugby ou une fatigue induite. Et ça, c'est une vraie question. Notamment, elle est présente en période de compétition. C'est une autre question qu'on avait là en ce moment. C'est l'équipe de France est en plein tournoi. Comment on peut utiliser ces outils-là sans occasionner une fatigue potentielle? On en a fait un peu l'expérience, je vous avoue, en début de préparation, où on a eu une séance un peu en chaleur, où ça a quand même était assez intense et on a fait le constat qu'il faut qu'on adapte aussi les intensités de travail dedans. Ça peut être conséquence, heureusement, mais voilà. Donc c'est une vraie question aussi qui se pose. Donc moi je vais dire un petit mot, ensuite peut-être Sébastien pourra rebondir. Tu nous entends, Sébastien? Oui, donc je pense que sur des blocs de RSH, on n'a pas de risque majeur, mais effectivement, il faut monitorer les réponses à l'entraînement hors hypoxie. Et s'il y a un effet fatigue qui apparaît, il faut arrêter l'hypoxie tout simplement. Et je pense aussi que sur des problématiques d'acclimatation en chambre thermique, on manque un peu de données sur les effets fatigue à court et à moyen terme. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait qu'il peut y avoir des risques au niveau des pertes minérales et on peut aussi avoir des risques sur la balance neurovégétative. Et donc je vais rebondir aussi sur le fait qu'effectivement,
l'acclimatation à la chaleur, elle est clé dès lors qu'on a une compétition à chaleur. Et donc, une des problématiques clés actuellement, c'est comment je combine le stress hypoxique et le stress thermique. D'où ce type de matériel où on peut combiner les deux. Et on manque encore un peu de recul en termes de fatigue chez le sportif élite. Sébastien, est-ce que tu peux répondre un peu à cette question? Il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Alors, premièrement, par rapport à ce qu'a soulevé Grégoire sur les effets potentiels de la chaleur, oui, c'est totalement le cas. Si vous vous souvenez, par exemple, de la corrélation que j'ai montrée sur les footballeurs, le joueur qui a subi la plus grande baisse de performance est un joueur qui, en fait, a montré non pas des adaptations positives, mais des adaptations négatives à la chaleur, où il avait une hémoconcentration qui était due à une déshydratation, due à la répétition d'entraînement à la chaleur. Donc, pour éviter ces effets négatifs, il est nécessaire d'avoir un suivi régulier au cours des séances. En ce qui concerne la discussion sur les charges d'entraînement et le suivi des charges d'entraînement en dehors des séances environnementales, mais là je pense qu'on a un très bon exemple avec le travail qu'on a fait avec la FFR. Donc je ne sais pas si quelqu'un d'autre aura l'occasion de mentionner ce travail. Mais en fait, voilà, il faut savoir que pendant 4 années, la FFR est venue sur 3 camps d'entraînement consécutifs, un camp d'entraînement à Doha avec le Pôle France. Et on a eu certains joueurs qui se sont entraînés au niveau de la mer en température tempérée, d'autres en altitude à température tempérée, d'autres en altitude en chaleur et d'autres au niveau de la mer en chaleur. Donc on a eu toutes les combinaisons possibles sur un total de 56 joueurs du Pôle France. Donc on parle d'athlètes de haut niveau. Dans tous les groupes, on n'a pas observé de différence de réponse sur le terrain. Que ce soit les données GPS ou les données perceptuelles, étaient les mêmes entre les groupes. Par contre, on était sur un format camp d'entraînement, c'est-à-dire un bloc d'entraînement très condensé, et tous les groupes ont montré une fatigue importante au cours du camp, que ce soit sur les réponses physiologiques ou les réponses perceptuelles, avec des augmentations du RPE et des augmentations du Hooper et ce genre de questionnaire. Donc il faut vraiment faire attention parce qu'on sait que oui, ce type de bloc d'entraînement induit une fatigue spécifique parce qu'on induit volontairement une surcharge. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on la place, pas forcément le placer juste avant la compétition, mais autoriser une période d'affûtage après le bloc d'entraînement, avant la compétition. Les bénéfices qui se sont gardés, qui ont été obtenus, alors Grégoire donnera les chiffres de l'altitude mieux que moi, mais en chaleur, la perte des bénéfices est 2 fois à 3 fois plus lente que le gain des bénéfices. C'est-à-dire que si vous vous entraînez pendant 2 semaines à la chaleur, après 2 semaines, voire après 3 semaines, vous aurez à peu près perdu juste 1/3 de ces adaptations et vous pourrez les regagner en 2-3 jours, pas plus que ça. Donc il faut faire attention effectivement quand on planifie par rapport aux compétitions. Après, il y a un autre sujet que Grégoire a abordé qui est très important, mais là c'est toute une autre discussion et c'est ce qui sera discuté cet après-midi avec Franck, c'est tous les risques associés à la combinaison de chaleur et altitude. Et si par exemple, je prends un exemple, les données qu'on a eues avec le Pôle France Rugby, l'entraînement à la chaleur, j'ai dit, augmente le volume plasmatique, l'exposition à l'altitude traditionnelle, pas les sprints répétés, mais dormir en altitude, augmente la masse d'hémoglobine. On aurait tendance à se dire, si on combine les deux, on a un stimulus parfait, on augmente le volume sanguin en augmentant aussi bien l'hémoglobine que le volume plasmatique. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Malheureusement, ce sont 2 adaptations qui s'opposent l'une à l'autre. Et en fait, les athlètes qui étaient exposés en altitude n'ont pas augmenté leur volume plasmatique, alors que les autres l'ont augmenté. Et inversement, les athlètes qui étaient exposés à la chaleur n'ont pas augmenté leur masse d'hémoglobine malgré l'altitude, alors que les autres l'ont augmenté. Donc, un stimulus peut en fait limiter les adaptations à l'autre, et non pas forcément s'ajouter. Donc là, il y a un risque de la planification de ces séances environnementales. Si je peux me permettre. Vas-y. Donc c'est effectivement, Sébastien montre bien qu'il peut y avoir des effets qui sont similaires dans certains cas ou contradictoires. On manque de recul entre savoir si on doit cumuler sur les mêmes séances hypoxie-chaleur. Et là, a priori, moi, je serais assez réservé.
C'est-à-dire on peut dépasser les capacités d'adaptation de l'athlète. Après, on peut envisager, et ça a déjà été fait, d'avoir des stages qui soient orientés hypoxie ou des blocs d'entraînement orientés hypoxie pour créer un certain nombre d'adaptations suivies de blocs d'entraînement orientés chaleur. Et là, bon, il y a encore un certain nombre de travaux à faire. Ça s'est déjà fait dans le milieu sportif, parce que des équipes ont essayé de combiner de l'altitude puis de la chaleur avec des résultats relativement satisfaisants, mais on manque encore de preuves expérimentales. Parfait. Juste un ou deux éléments avant de passer à une autre question. Évidemment, comme tout entraînement, en fait, on a parlé de cycle, on a parlé d'utiliser ces méthodes de façon différente au cours de la planification. Juste un point sur le RSH, on a publié, nous, on a montré qu'une seule séance suffisait à s'acclimater, en tout cas au stress environnemental, et ensuite on tolérait très bien les 5 séances qui suivaient. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, les doses restent encore inconnues. On prend encore l'exemple du rugby avec Sébastien, avec Julien, avec Anthony, le rugby à 7 féminin. On a tenté du RSH avec une dose hypoxique plus élevée et on n'a pas eu de résultats très satisfaisants. Alors évidemment, ce n'est pas forcément que le RSH, on a eu aussi des contraintes environnementales. La chaleur, malgré un camp au mois de novembre, était de la partie à Doha, donc on a eu des entraînements rugby en conditions chaudes. Donc peut-être que tout ça a nivelé vers le bas les adaptations. Et un autre point, ça a été traité donc, par un des préparateurs physiques de la fédération, Julien Robineau. Il y a des interférences entre des entraînements aérobies et des entraînements de force, et c'est très possible aussi qu'il y ait des interférences entre des entraînements en stress environnemental et des stratégies de récupération qui peuvent être mises en place à la suite. Par exemple, de faire des bains froids, on peut très bien altérer sur certains types d'entraînement les adaptations qui sont supposées arriver. À ce jour, sur du RSH, on sait que 6 séances de RSH, voire 4 séances de RSH, ça a des effets, ça a des bénéfices additionnels et on peut les maintenir au moins 3 semaines. On pense même un peu plus, mais on en est à 3 semaines. Ça, c'est le travail de Franck dans sa thèse. Et tennis 4, ouais. 3-4 semaines, on est à peu près sûr de notre coup. Après, la balle est dans votre camp. Hein. C'est vous qui allez nous dire, après, avec toutes les chambres hypoxiques qui sont en train de se créer sur les différents CREPS, dans les différents centres d'entraînement, il va y avoir des retours d'informations qui vont stimuler nos réflexions, c'est sûr. Savoir quelle serait la dose minimale à proposer semaine. La dose minimale, combien de temps on la maintient, combien de temps on peut réenclencher les mécanismes. Sur les, Sébastien l'a expliqué, sur les mécanismes de réacclimatation à la chaleur, c'est assez clair. Sur la réacclimatation à l'hypoxie, c'est moins clair. Ouais. Je crois qu'il y a une question. Oui, Sandrine Guéronnet de la Fédération française de cyclisme. Une question qui concerne un peu tout le monde, mais du coup, par rapport à ces méthodes Living Rate Training Low and High, le RSH qu'on peut associer effectivement à cette méthode-là, et les chaleurs qui ne sont pas forcément à combiner en même temps, est-ce qu'au vu de ces différentes adaptations, il y a des études qui ont montré que faire l'un avant l'autre pourrait être bénéfique pour l'autre? Comme là, on a vu combiner, c'est peut-être pas encore trop, mais là, tu parlais, Grégoire, de faire la chaleur après l'hypoxie, mais est-ce que finalement on ne peut pas avoir un ordre ou est-ce qu'il y a des études qui sont dans ce sens-là? J'en parlerai un peu cet après-midi, mais il y a une étude actuellement qui vient d'être acceptée à la publication, qui n'est pas encore forcément accessible, mais qui a traité sur un case study, sur un marcheur, les effets en fait successifs de camps en altitude et de camps en chaleur, et qui ont abouti à des médailles olympiques. On a nos collègues du foot là qui. C'était plus une question pour Monsieur Racinet. Et par exemple, si on prend l'exemple de coureurs de 400 ou de sport à dominante anaérobie, avec l'acclimatation à la chaleur, qu'est-ce qui peut être fait? Écoutez, la tâche dans un espace du coup qui va être restreint en termes de contenu, qu'est-ce qu'on peut proposer dans les contenus d'entraînement, avec quelle progressivité et quels critères regarder pour ces sports qui ne sont pas du coup à dominante aérobie. Alors, il y a deux parties dans ma réponse, mais je vais quand même chercher à les garder courtes. Première partie, on peut se poser la question du bénéfice de l'acclimatation à la chaleur pour une épreuve qui va durer moins d'1 minute.
sachant que, comme je l'ai présenté, le stress thermique et cardiovasculaire se développe au cours du temps. Donc là, dans ce cas-là, je considérerais quand même que l'acclimatation à la chaleur est importante, parce que quand vos athlètes vont aller à Tokyo, même si l'épreuve en elle-même dure moins d'1 minute, l'entraînement, lui, dure 1 heure ou plus. Et l'entraînement quotidien va être fait en ambiance chaude. Donc ne serait-ce que pour être capable de tolérer l'entraînement quotidien qui sera fait dans cette période avant la compétition, dans les conditions de Tokyo, il sera nécessaire d'être acclimaté. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. Deuxième partie, que faire pour s'acclimater? Effectivement, on ne va pas faire 100 mètres haies dans une chambre chaude parce que je ne connais pas de chambre chaude qui soit actuellement assez grande pour faire ça. Mais ce n'est pas grave. Parce que, comme je l'ai dit, pour s'acclimater, il suffit d'avoir une session par jour, de 1 heure à 1 heure et demie par jour. Les autres entraînements peuvent être faits en conditions normales. Cela ne va en rien limiter les adaptations à la chaleur. Donc on peut maintenir les adaptations spécifiques, par exemple tout le travail de sprint, ou que ce soit un sauteur à la perche, un sauteur de haie, des gens qui ont besoin d'espace, peuvent maintenir leur entraînement spécifique en extérieur, y compris si l'entraînement en extérieur est dans un environnement qui est assez frais. On peut imaginer qu'on pourrait à Marcoussis ou même dans le sud de la France l'hiver. Cela ne va pas limiter les adaptations obtenues dans la chambre chaude. Dans la chambre chaude, de manière générale, on a l'habitude d'utiliser des exercices à une intensité assez faible, modérée, parce que c'est le plus pratique. Si l'entraîneur souhaite éviter ce type d'exercice parce qu'il pense que ça va être négatif aux caractéristiques neuromusculaires de l'athlète, ce n'est pas un problème. Ce qui est nécessaire, c'est uniquement d'augmenter la température et la sudation de l'athlète. Si l'athlète fait un exercice prolongé, on utilise des conditions de 35 degrés à 60% d'humidité. Si l'athlète fait un exercice différent, par exemple intermittent, avec beaucoup de récupération, donc on va augmenter un petit peu les conditions environnementales. Si l'athlète est passif, assis sur une chaise, on va régler la pièce à 50 degrés, 50% d'humidité. Il aura également une adaptation à la chaleur, sans même s'entraîner. Donc on va jouer sur les conditions environnementales par rapport aux conditions d'entraînement, de manière à respecter l'entraînement que l'entraîneur veut. Oui, j'aurais juste souhaité savoir si, par rapport à toutes les réponses que vous décrivez, on a des écarts justement sur ces réponses entre sport au féminin et sport au masculin. Et si ça commence à être traité, on peut aussi penser notamment au cycle des menstruations pour les populations féminines. Comment on peut caler tout ça? Alors, ça, c'est une très bonne question qui s'adresserait aussi bien à la chaleur qu'à l'altitude. Donc je vais répondre en premier, peut-être que Grégoire ou Laurent pourront rajouter quelque chose après. Alors effectivement, pour être honnête, la physiologie que l'on vous présente dans toutes ces présentations, au jour d'aujourd'hui, la physiologie que l'on connaît est la physiologie de l'homme blanc. 90% des études sont faites chez l'homme blanc. On connaît un petit peu ce qui se passe chez l'homme noir ou chez la femme blanche, et quasiment aucune étude chez les femmes de d'autres origines ethniques. Donc c'est vrai que notre connaissance est assez limitée. Pour ce qui est du transfert de l'homme à la femme, on a souvent cru, pendant longtemps, on est parti sur le postulat que ça devait être différent chez les femmes, dû au cycle menstruel notamment. Et il y a quelques études qui sont sorties récemment qui en fait sont arrivées à la conclusion que cela ne changeait rien par rapport aux capacités d'acclimatation des hommes et des femmes. Et que la variabilité qu'il existe entre les individus, que ce soit au sein des hommes ou au sein des femmes, est beaucoup plus large que n'importe quelle différence qui peut exister entre les hommes ou entre les femmes. Donc pour parler de manière un petit peu plus simple, la planification d'un camp d'entraînement à la chaleur va se faire de la même manière pour les hommes et pour les femmes. Il y a des différences minimes, il semblerait que les hommes adaptent d'abord les volumes sanguins, après la sudation, les femmes le contraire. C'est des différences extrêmement minimes qui ne changent rien à la planification de la préparation. Alors pour ce qui est, d'abord je vous remercie pour votre question, c'est une question vraiment très intéressante. Alors je vais rejoindre Sébastien en disant que c'est malheureusement sous-investigué. Je vous invite à venir à Font-Romeu au mois d'octobre-novembre où Nicolas Bourrel monte aussi un séminaire sur l'altitude et où il a invité une collègue finlandaise pour traiter spécifiquement de cette thématique.
Alors on n'a pas tellement de données, mais il est clair que pour l'altitude, mécanistiquement, il va y avoir probablement un impact plus important des pertes menstruelles, puisqu'on sait que les femmes vont avoir des niveaux en ferritine qui vont être plus bas, donc des réponses érythropoïétiques qui vont être plus bas. On sait que les femmes ont souvent besoin d'être supplémentées en fer, en tout cas les femmes en endurance, d'être supplémentées en fer dans des proportions supérieures aux hommes, qu'elles soient aménorrhées ou pas, pour répondre à l'altitude. Donc, et on sait aussi que, par exemple, les Finlandais et les Norvégiens ont de plus en plus intégré, au-delà des problématiques altitude, si on est dans la phase folliculaire, lutéale, comment on peut aussi aménager l'entraînement? Quelles sont les phases de risque, de blessure, les périodes où l'on doit mettre plus l'accent sur la force, plus l'accent sur l'endurance. Et voilà, donc à ce stade, je peux vous dire, on pense que ça doit avoir un effet plus prononcé chez la femme, l'altitude, parce qu'elles vont partir d'un niveau au niveau ferritine qui va être plus bas. Avec Franck, on vient de déposer un projet de recherche vers l'UEFA dans le football pour essayer d'investiguer justement ces mécanismes. On va voir si on a les financements pour ça. Barthélémy, je sais que tu avais une question. Bonjour, merci pour ces présentations. D'abord, j'avais une question sur... je voulais votre avis sur les training masks qu'on voit de plus en plus. Enfin, qu'on a vu beaucoup, qu'on voit de moins en moins, mais je voulais juste savoir ce que vous en pensiez. Juste un petit mot. Moi aussi, j'en vois souvent. Je rejoins l'INSEP en traversant la forêt de Vincennes, le bois de Vincennes, et je vois souvent, et ça me fait particulièrement rigoler, parce qu'ils pensent faire de l'hypoxie, mais ça n'en est pas du tout. C'est de l'entraînement des muscles respiratoires. Si tu veux rajouter. Alors, il y a deux types de masques. Il y a des masques qui sont simplement avec une résistance à l'inspiration qui est prononcée. Donc ça, c'est effectivement de la musculation, de la mécanique ventilatoire. Ça peut avoir des effets positifs, mais ce n'est pas de l'hypoxie. Et la plupart de ces autres altitudes masques, c'est plutôt des masques qui vont créer une très forte hypercapnie. Parce qu'on va réinhaler un peu une partie du mélange gazeux qu'on aura expiré. Donc effectivement, il y aura un peu moins d'oxygène, mais il va y avoir surtout énormément de CO2. Et comme je l'ai pu l'expliquer, le CO2, c'est une partie importante de l'équation quand on parle d'hypoxie. Donc, pour revenir aux formes de travail de type RSH, un point clé, c'est d'être capable de maintenir la qualité de l'entraînement. Dès lors qu'on va avoir avec une hypercapnie très importante, on va pas se sentir très bien et on va péjorer la qualité de l'entraînement. Donc ensuite, tout ce qui est recrutement musculaire, puis ensuite tout ce que les coachs monitorent au quotidien, ça va être fortement impacté de mon point de vue. Ok, merci. Et après, j'avais juste une deuxième question pour M. Racinet. Par rapport, alors on a bien fait notre acclimatation, tout ça, on est prêt à jouer, on est à Tokyo. Est-ce qu'il y a des stratégies nutritionnelles, par exemple, à mettre en place pour limiter les effets de la chaleur la veille ou le jour de la compétition ou dans la semaine qui va démarrer la compétition, par exemple? Des stratégies nutritionnelles, des stratégies de refroidissement de l'organisme? Oui, tout à fait, c'est un très bon point. Donc, comme vous l'avez souligné, la base, c'est d'avoir fait son acclimatation. Parce que tout ce qui sera mis sur place n'arrivera jamais à compenser un manque d'acclimatation. Une fois que vous avez fait votre acclimatation, une fois sur place, alors dans les jours qui précèdent, sur les semaines d'entraînement, et ça d'ailleurs ça aura commencé pendant la phase d'acclimatation, le risque associé à l'entraînement à la chaleur, c'est la déshydratation. Ça veut dire perte de fluide, mais également perte de sels minéraux. Donc il faudra que votre alimentation compense cela. Donc ça veut dire de l'hydratation, ça veut dire également de la nourriture riche en eau, telle que des fruits, et de la nourriture riche en sel. Ça, c'est généralement une bonne nouvelle pour les athlètes, qu'on leur dit qu'ils ont droit, par exemple, de manger des chips ou de la junk food pour avoir un petit peu plus de sel. Ils sont généralement contents parce que d'habitude, ils n'ont pas le droit. Donc ça, c'est quelque chose qui aura été mis en place dès les cas d'entraînement à la chaleur. Après, l'hydratation, on parle toujours de l'hydratation en compétition. Mais l'hydratation en compétition, c'est extrêmement limité. On ne peut pas boire pendant qu'on est en compétition, sauf en cyclisme. Mais même en cyclisme, les capacités de filtration de l'estomac sont de à peu près 1,2 litres à l'heure.
alors que certains athlètes acclimatés peuvent suer plus de 3 litres à l'heure, jusqu'à 5 litres à l'heure pour certains. Donc, dans ce cas, il sera impossible de maintenir le niveau d'hydratation en compétition. Ce qui veut dire que ce qui est particulièrement important, c'est l'hydratation dans les jours qui précèdent la compétition. Pourquoi dans les jours qui précèdent? Parce que la première réponse de votre organisme, lorsque vous allez augmenter votre apport en fluide, si vous vous mettez à boire plus, pendant le premier jour, ou les 2 premiers jours, vous allez augmenter votre sécrétion urinaire. Donc tout ce que vous buvez en addition, vous allez le perdre en urine. Et petit à petit, l'organisme va rediminuer sa sécrétion urinaire et se mettre à stocker cette eau que vous buvez. Donc pour être sûr de démarrer votre épreuve bien hydratée, vous devez augmenter votre hydratation, pas le jour même, mais c'est dans les jours qui précèdent. Ça, c'est un point important. Sur les autres stratégies qui comptent, une stratégie que je recommande souvent, c'est de minimiser l'augmentation de la température à l'échauffement. Donc pour ça, par exemple, les vestes de froid sont des outils qui sont très pratiques, qui permettent d'obtenir des adaptations périphériques à l'échauffement, tout en limitant l'augmentation de la température centrale. Et ça a été testé aussi bien dans des sports d'endurance que dans des sports collectifs, avec des équipes de rugby, notamment en Angleterre, en Écosse et en Australie, qui se sont échauffées avec, pour l'intégralité de l'échauffement, y compris les phases de contact avec des vestes bien ajustées, ça ne leur posait aucun problème. Lors par exemple des tournois de Dubaï ou je crois que c'était de Singapour aussi qui sont chauds. Donc ça c'est une autre stratégie importante à mettre en place. Pour ce qui est les refroidissements, c'est un sujet qui est très débattu. Donc je pense qu'on ne va pas avoir le temps de résoudre cette équation maintenant. Mais le refroidissement peut avoir des effets bénéfiques, mais également des effets délétères en fonction de ce qu'on cherche. Il faut être bien conscient de ce que l'on cherche, pour ne pas minimiser les effets de l'entraînement. Donc juste, je vais donner un exemple pour ne pas être très vague, mais si vous êtes dans une phase où vous recherchez de l'hypertrophie musculaire, après une session d'entraînement à la... Bon, c'est parce qu'Anthony est rentré. Coupé tout de suite. Oui, on va peut-être attendre. Juste pour... Attends, Julien. Ça avait coupé, Sébastien, excuse-nous. Oui, pardon. Oui, donc je disais juste un exemple. Donc, le bain froid, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Si vous êtes dans une phase à la recherche de l'hypertrophie musculaire, ne faites surtout pas du bain froid parce que ça bloque la synthèse protéique. Si vous venez de faire votre séance d'acclimatation d'endurance à la chaleur au chaud, c'est le soir, votre athlète va se coucher après, et dans ce cas, vous faites un bain froid parce que ça l'aidera à l'endormissement. Donc, c'est vraiment contextuel. Laurent, tu voulais... Juste un petit élément pour compléter l'excellente réponse de Sébastien. Simplement, il y a des compléments alimentaires à partir de l'extrait des corps de figues de Barbarie qui ont un des effets physiologiques d'améliorer la production des heat shock protéines. Donc ça, on l'a utilisé plusieurs fois en fait dans la chaleur. Et ça permet de protéger au niveau cellulaire donc cette chaleur extrême. Et l'autre bénéfice de cet extrait des corps de figues de Barbarie, c'est aussi d'être un puissant stimulateur de l'activité parasympathique qui vient aussi rajouter son effet protecteur dans ces situations de stress, notamment à la chaleur, à l'hypoxie ou à d'autres problématiques. Très bien. Peut-être une dernière question? Oui. Une question pratique. Agnès Olivier, je suis chercheur au STAPS d'Orsay et je travaille sur les déterminants de la performance du couple cavalier-cheval. Question pratique, pour nous c'est difficile de travailler dans des chambres comme vous pouvez nous le proposer. Et j'ai un athlète par exemple qui est en train de monter sa propre salle. Est-ce que vous voyez des risques à bâcher un endroit avec un radiateur ou des choses comme ça? Comment on pourrait sur les sites développer un entraînement, en tout cas contraindre un petit peu pour les préparer à Tokyo par exemple? C'est pour le cheval ou Alors pour l'instant c'est prévu les deux de manière indépendante, mais comment vous verriez les choses? Et est-ce qu'il y a des risques de monter sa propre salle chez soi, puisqu'ils s'entraînent la plupart du temps chez eux? Sébastien sera mieux à même de répondre, mais par contre, juste avant de donner la parole à Sébastien, nous on a déjà été contactés par la Fédération d'équitation pour que l'INSEP s'occupe des cavaliers.
Oui, voilà. pour les cavaliers, oui. Mais ils s'entraînent souvent chez eux et c'est vrai que... Et pour les chevaux, je sais que les vétérinaires sont également en train de travailler sur le sujet. Ok. Sébastien ? Par rapport au risque de s'entraîner chez soi, donc déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est beaucoup plus facile de simuler de la température que de l'altitude. Donc c'est vrai qu'il suffit d'avoir un radiateur et à la rigueur 2 casseroles d'eau bouillante pour générer de l'humidité. Et c'est vrai que c'est facile pour les athlètes de le faire chez eux. La différence qu'ils le font chez eux par rapport à le faire chez nous, dans n'importe quelle salle chaleur, c'est le suivi de l'entraînement. Donc nous, de manière générale, on va toujours mesurer la température de l'athlète en continu pour être sûr des réponses de l'athlète et éviter une situation d'hyperthermie. L'athlète, évidemment, ne va pas faire un stage et il sera chez lui. Donc ce qui serait important, c'est de lui donner quelques recommandations de base, notamment par exemple de ne pas chercher à faire le même entraînement en termes de puissance que ce qu'il fait d'habitude, mais d'adapter son entraînement à sa fréquence cardiaque. Et on s'est rendu compte que du moment que l'entraînement est adapté à la réponse physiologique, notamment sur la fréquence cardiaque, c'est une réponse systémique qui prend en compte le stress thermique, et donc cela permet de le contrôler. Donc pour moi, si l'athlète s'entraîne basé sur sa fréquence cardiaque, il n'y a pas de risque, on peut s'entraîner chez lui. Très bien. Il reste 30 secondes, j'ai quand même une question centrale. Ça peut toucher aussi nos collègues de la Fédération française de foot, c'est quand on a, ou d'autres sports collectifs, équipes nationales, c'est quand on a des équipes de France jeunes, moins de 18 ans, 16, 17, 18 ans, qui vont devoir partir participer à une compétition où il y a un risque de chaleur, d'humidité. Quelles peuvent être les recommandations par rapport à ça? Est-ce qu'on peut imaginer de mettre en place une stratégie d'acclimatation en utilisant des chambres? En tout cas, nous, ici, pour le moment, c'est interdit au moins de 18 ans, comme d'autres choses. Mais en tout cas, toutes les utilisations d'optimisation à travers les stratégies de stress environnemental, on ne les a pas encore appliquées. Mais par contre, ils peuvent être amenés à subir les conséquences de la chaleur dans des compétitions. Sébastien, peut-être tu peux répondre? Oui, mais ça ne devrait pas être interdit en mode de 18 ans parce qu'ils en ont besoin tout autant que les autres. Alors le problème qu'on a chez les jeunes, mais c'est plutôt chez les très jeunes que sur vos équipes à vous, chez les très jeunes, on a des problèmes qui sont généralement des problèmes comportementaux, c'est-à-dire sur la manière dont les très jeunes régulent l'entraînement et régulent le rapport hydrique. Donc sur les équipes très jeunes, ils ont tendance à produire plus de chaleur parce qu'ils dépensent plus d'énergie à l'entraînement, ils ont tendance à ne pas boire, donc à ne pas avoir d'apport hydrique. Donc des différences comportementales importantes. Je pense que sur des athlètes comme les vôtres, qui ont déjà 17 ou 18 ans, qui ont déjà une formation professionnelle, ils sont beaucoup plus proches du comportement des adultes que du comportement des très jeunes. Par contre, leur réponse physiologique, qu'ils aient 16 ans ou qu'ils aient 25 ans, ils ont besoin d'une acclimatation à la chaleur. Donc les priver de cet outil n'est pas les protéger, et au contraire, serait les mettre à risque.